Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Guéminche, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Et pour cela, tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui partagent avec nous leur passion, leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, je reçois, pardon Audrey, je reçois Audrey Bucaille, qui est notre coach santé et pas que. Bonjour Audrey. Audrey, tu es ostéopathe à Paris 14e et tu es également coach sportif et donc notre experte santé. Et notre sujet, sacré sujet, les fake news alimentaires. Ces satanées fake news qui marquent certaines périodes de l'année, mais qui polluent à peu près toute l'année, loin s'en faut. Et donc Audrey, quels sont les principaux types de fake news en matière d'alimentation que l'on trouve sur Internet et sur les réseaux sociaux? Alors, bonjour Corinne, bonjour à tous. Du coup, oui, il existe, pas mal de fake news. Après, comment, voilà, savoir, le vrai du faux, c'est toujours, complexe. Après, il y a plusieurs tendances. On appelle plus, c'est un peu comme une mode, hein, selon, voilà, la période de l'année, les nouveautés, marketing, eh bien, on va avoir, une installation de tendance là, comme le sucre zéro, enfin le zéro sucre. Effectivement, manger trop de sucre dans une journée peut entraîner, forcément des problèmes de santé comme le diabète de type 2 qui est bien connu. Mais il faut pas bannir forcément le sucre, le zéro sucre. En fait, de dire ça, c'est en fait, les personnes pensent qu'il faut, supprimer, toute, la base, des glucides, qu'on appelle, sucre, pour faire plus simple. Mais ils nous permettent, d'avoir de l'énergie dans la journée. Donc si vous êtes fatigué, c'est tout simplement, potentiellement lié, forcément à un manque de sommeil, mais pas que, aussi un manque, de glucides, donc du sucre. Donc après, il existe 2 types de sucre, le sucre simple, donc plutôt ce qui est raffiné, rapide et les sucres, complexes qui sont plutôt lents et du coup complets. Donc du coup, voilà, déjà savoir qu'il y a 2 types de sucre, c'est intéressant et selon l'activité que vous avez dans la journée, eh bien, on consomme plus ou moins, des glucides. Donc si vous faites de la course à pied, ben, il est intéressant d'avoir quand même des glucides, hein, dans ses nutriments, contrairement à quelqu'un qui reste sédentaire toute la journée, qui ne marche même pas et où les glucides, bon, bah, au final, il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Après, il existe d'autres, fake news, comme, le régime sans gluten. C'est connu maintenant, il y a 10 ans, on ne savait même pas ce que c'était le gluten. Maintenant, on en entend, partout et en fait, c'est intéressant, oui, mais que pour les personnes qui ont, des troubles digestifs associés, à ce gluten, quoi. Donc une intolérance au gluten. Une intolérance au gluten, ça se ressent, c'est-à-dire vraiment même le toucher, avec du gluten, c'est-à-dire, dans une salade, il y a un peu de gluten dedans, la personne va ressentir, des troubles digestifs associés à ça. Donc des personnes sont obligées de bannir le gluten totalement. Mais sinon après, bon, bah, ça c'est plutôt un choix de vie, c'est intéressant le gluten, il y a des protéines dedans, donc c'est quand même, c'est intéressant comme apport. Faut pas forcément le supprimer si on n'est pas intolérant. Après, il y a une autre tendance, c'est, différents régimes qu'on pourrait entendre comme le régime keto, c'est cétogène. Ça, c'est basé sur une alimentation plutôt, très pauvre en glucides et très riche en lipides, donc riche en matières grasses. Ça peut être intéressant, mais en final,
C'est trop riche en les lipides. Normalement, on a besoin d'une cuillère, à soupe, par repas. Donc le fait de manger trop de lipides, bah, vous allez être calé parce que c'est très calorique et voilà, ça va couper un peu, votre faim, mais vous n'avez pas besoin autant que des glucides, par exemple. Donc voilà, il faut faire attention. Ça peut vraiment, avoir un impact après, sur, le digestif. Après, il existe plein d'autres régimes, hein, les recettes miracles, les thés détox, les jus exotiques, donc tout ça, voilà, c'est plutôt un choix, on a envie de se faire plaisir ou pas, mais enfin voilà, c'est une mode. Après, c'est plus une question de dosage, même boire trop d'eau, ça devient un problème, hein. C'est ce qu'on appelle la potomanie, donc de boire trop d'eau. Donc il est plutôt important d'aller voir un diététicien. De toute façon, on va en reparler après et se rapprocher plus d'un professionnel de santé, pour avoir les bonnes infos, en tout cas. Oui, c'est sûr que c'est mieux de se rapprocher d'un professionnel que mmh, si tant est qu'on en ait envie, en vrai. Mmh. Alors, comment les fake news en matière d'alimentation peuvent-elles influencer autant les comportements alimentaires et les choix nutritionnels des gens? Au final, on prédit de grandes choses, de grandes promesses, donc ça donne toujours envie. En général, on prédit que c'est rapide, c'est efficace, donc forcément, en fait, ça donne envie. Il y a cette influence, c'est logique. Et le marketing, il fait bien son travail, donc avec des couleurs, hein, adaptées, plutôt, dans la santé, donc du vert, du bleu, des couleurs joyeuses, donc et il y a aussi beaucoup de personnalités, qu'on peut aimer, hein, des influenceurs, qu'on apprécie et qui sponsorisent en fait, une marque. Donc ce qui fait que, bah, en final, les clients achètent sans, se renseigner. Du coup, c'est vraiment juste le côté marketing qui plaît. On a le droit d'aimer, hein, mais c'est juste après, voilà, ça dépend, ce qu'on veut, si c'est bon pour la santé ou pas, et là, c'est un problème. Oui, puis on peut comprendre qu'on ait envie d'y croire aussi. Mmh. Mais OK, on a envie d'y croire, mais quels sont les dangers potentiels? Parce qu'il y en a forcément, pour la santé publique, associés à la propagation finalement de ces fausses informations sur l'alimentation. Ah bah, les fake news, ça peut entraîner, tout simplement des carences nutritionnelles. C'est ce que j'ai vu juste enfin, ce qu'on a vu juste avant. Si on a besoin de protéines et qu'on arrête, par exemple, le gluten, juste parce qu'on a envie, de suivre ce régime-là et bien, en fait, on enlève des protéines, alors qu'en final, ben, dans les pâtes, il y a des protéines. Il y a pas que des glucides, c'est pas fait que de glucides. Il y a des protéines, forcément peut-être moins qualitatives que, par exemple, des protéines animales, mais au final, on en retrouve là-dedans et ça peut être intéressant. Donc faut à court terme, ça peut être problématique de pas se renseigner et de jouer juste sur le côté marketing, de suivre un influenceur. On peut on peut à court terme trouver des résultats satisfaisants, mais après sur du long terme, ça peut être, très dangereux. On peut retrouver des pathologies, des troubles du métabolisme, donc un ralentissement, du métabolisme ou une accélération. Ça peut vraiment, hormonalement aussi, on peut avoir des problèmes après. Donc faut pas jouer, avec ça. Tu as quelques exemples à partager avec nous, sur justement des fausses informations, qui ont eu un impact, significatif sur la société ou enfin donc sur des personnes? Oui, bah, ce qui a été connu, enfin vraiment, c'est le zéro sucre, les produits allégés. C'est vraiment, ces produits-là où, enfin, il y a eu vraiment un impact ou, encore maintenant, mais beaucoup moins. Mais, les desserts comme les crèmes desserts allégées au chocolat, ben, déjà le titre, on peut se poser des questions, il y a les crèmes dessert allégé, déjà les 3, une crème, c'est pas censé être allégé, c'est des lipides, donc c'est très calorique. Mais il faut juste assumer, que ça soit calorique et du coup, il faut doser sur ça. Du chocolat, c'est très bon pour la santé, il faut savoir quel chocolat on prend. Si c'est du chocolat, 100 on peut doser avec du 80, mais si c'est du chocolat au lait, déjà, c'est même pas du cacao dedans, hein, c'est du sucre. Donc il y a certaines marques, en fait, qui mettent en avant avec des titres, qui peuvent paraître miracles, mais ça n'existe pas. Il y a rien d'avantageux à manger, un dessert comme ça et il y a peu de nutriments et en final, on a faim.
après, parce qu'en final, c'est que des produits transformés et le corps, ne re enfin voilà, il rejette directement il prend que voilà, il stocke et puis c'est tout. Après, il y a le Coca zéro. Le Coca zéro, j'ai des clients encore maintenant qui ont du mal à arrêter ce Coca zéro, mais plutôt fiers de prendre du Coca zéro et pas du Coca. Parce que, bah, c'est du Coca sans sucre. Donc il y a des nutritionnistes qui propose ce Coca zéro, mais du coup, effectivement, si une nutritionniste en parle, c'est qu'il y a bien une raison, c'est qu'il y a une addiction à la base au Coca, donc passer du Coca au Coca zéro, ça peut être une solution, mais que pour une personne. Pas besoin de prendre l'exemple de cette personne qui se met au Coca zéro, parce que voilà, c'est mieux pour la santé. Non, c'est pas mieux pour la santé. Il y a plein d'édulcorants, limite on connaît même pas ce qu'il y a dedans, il y a pas assez d'études sur du long terme, donc en fait, ça a pas été prouvé. C'est comme, la cigarette électronique. Enfin, en fait, on ne sait pas vraiment, ce qui peut se passer dans il faut beaucoup plus de temps, et les édulcorants sont des molécules transformées, si on ne sait pas trop ce que c'est, et il y a rien de naturel pour notre corps, donc on peut s'attendre à un risque, potentiel, du coup. Ouais, mais c'est quand même fou parce que tout souvent ces fake news ne sont absolument pas basées non plus sur des preuves, sur des faits scientifiques, mais on a envie d'y croire, donc on y croit ou en tout cas on fait semblant d'y croire et comment, peuvent-elles vraiment contribuer à la promotion de ces régimes, finalement dangereux, pour la santé, hein, à moyen long terme? Heu, ou à ces tendances alimentaires. Tu vois, j'ai en tête tu sais, le jeûne alternatif, mais j'imagine que c'est pas adapté à tout le monde et pour autant, il y a plein de gens qui en font vraiment la promotion. Mmh mh. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, si on revient à ton jeûne, intermittent, bon, ça vient pas de notre culture déjà, c'est pas européen, les Français, on n'est pas fait pour, ne faire un jeûne intermittent. Par contre, spirituellement, chez le côté bouddhiste, les yogis, spirituellement, ils ont mis ça en place parce qu'ils se sentent mieux dans leur corps. Après, c'est un choix, c'est vraiment comme une croyance, en fait, donc c'est accepté, hein, c'est juste après, faut faut quand même, se renseigner, il faut être suivi quand même au début, il faut en parler à son médecin, c'est pas forcément, anodin. Si on connaît pas du tout son corps, on peut, en fait, passer à côté de quelque chose. C'est souvent basé sur des expériences personnelles aussi. C'est prouvé avec des études, mais avec des faibles, échantillons, c'est jamais des gros trucs. Mais après, il existe des sources beaucoup plus sûres comme, nutrition.gouv, hein, le site le plus, simple, efficace, et après, c'est des professionnels aussi de santé où on peut se rapprocher, pour guider, si on souhaite changer son alimentation, sa consommation et s'améliorer, hein, après, après on est souvent attiré, parce que je disais sur le vite et efficace, donc bah, malheureusement, c'est pas associé à santé et bien-être. Mmh. C'est vraiment, voilà, on est sur 2 chemins, hein, bien différents. Donc faut faire un choix, et prendre soin de son corps, ça ne suffit pas à court terme. Faire un régime, le mot régime, c'est pas directement, réduit sur, on mange moins, on mange plus de sucre. Non, un régime, c'est un choix. C'est, on choisit d'aller dans cette direction-là et pas dans cette direction-là. C'est juste ça, le mot régime. Donc du coup, bah, c'est selon ce qu'on a besoin, on peut choisir un régime par rapport à un autre. Mais c'est bien d'être accompagné. Oui, en tout cas, je pense que c'est le plus raisonnable. Mmh. Si j'en reviens à mon sujet des fake news et donc forcément des influenceurs et dont tu parlais aussi des célébrités donc qui ont tendance à nous, finalement à nous, influencer dans nos choix de régime, alimentaire. Quel rôle joue-t-il vraiment dans la propagation de ces fake news? J'entends bien, le côté, psychologique, et cetera. Mais comment ça est-ce que l'on peut l'atténuer ce phénomène finalement d'une conviction qui nous amènerait à nous faire du mal plus qu'à nous faire du bien?
Bah, bonne question, hein. Aujourd'hui, tout le monde peut, s'exprimer sur le sujet. Donc déjà, c'est compliqué. L'alimentation, bah, c'est un sujet, tellement répandu. Enfin, on en parle tous les jours, et encore plus sur, certaines périodes de l'année, comme, l'été. Les personnes, veulent garder, cette ligne et trouver des recettes, rapides et efficaces. Donc il y a certaines personnes qui préfèrent écouter des influenceurs qui sont plus convaincants, qui savent utiliser les bons mots pour plaire à leurs, followers et que des professionnels de santé, moins à l'aise, parfois dans la communication parce qu'à la base, c'est pas leur métier Mmh. d'être à l'aise, en digital, parce que maintenant il faut être bon en digital. Là, si je suis devant toi, alors que pourtant, moi, c'est plutôt du manuel. C'est juste, bah, pour, bah, en fait, communiquer encore plus avec, les personnes. Sinon, au final, bah, les messages passent pas et alors pourtant, je ne suis pas influenceuse, mais je suis obligée de passer par là Oui. pour, Et justement dans ton quotidien de professionnel de la santé, et les experts en nutrition aussi, est-ce que, tous ces professionnels de la santé, peuvent contrer ou comment peuvent-ils lutter, contre cette mauvaise information? Est-ce qu'ils peuvent lutter, contre cette, désinformation sur les aliments? Parce que c'est quand même extrêmement compliqué. oui, non, mais en fait, il faut vraiment, aller, à l'essentiel de vérifier les sources, avoir une source, comme nutrition.gouv, qui est plus fiable que certains magazines, nutrition, quoi. Donc c'est vraiment après, il y a toujours l'expérience personnelle, il y a toujours des personnes qui ont vécu des choses et qui sont intéressantes, hein, mais il faut quand même, pas se dire que c'est la solution. Il y a 10 000 façons, c'est pour ça qu'il y a plusieurs régimes, quoi, aussi. Donc Oui. L'une des questions aussi, c'est est-ce que les plateformes finalement qui acceptent de véhiculer ces mauvaises informations, est-ce que ces plateformes de réseaux sociaux, peu importe, ces entreprises, on va dire technologiques, est-ce que tu penses qu'elles ont un rôle à jouer dans heu dans cette régulation de l'information? Heu, En tout cas dans la dangerosité éventuelle mais les fake news alimentaires, c'est un sujet qui peut être grave et qui globalement et heureusement ne l'est pas, mais cette régulation des plateformes, réseaux sociaux ou des entreprises technologiques, heu, sur plein de sujets, et je te demande ton avis, est-ce que tu penses qu'en matière de fake news, est-ce que tu penses qu'elle devrait avoir un rôle à jouer sur, justement cette désinformation? j'ai pas forcément la réponse, hein, je suis pas à la base des plateformes, des entreprises technologiques, mais oui, si, j'étais à leur place, enfin, il devrait y avoir un système, de vérification, par un professionnel avant de pouvoir poster un article, par exemple, pour pouvoir avoir une validation, pour poster l'article ou valider ou refuser, pour être sûr de donner, une bonne information. Après, qu'est-ce qu'une bonne information? Parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment avoir, pour eux, une bonne information, ça va être plus, avec un côté spirituel, alors qu'il y en a d'autres, une bonne information, ça va être vraiment, des études, alors qu'en final, c'est pas forcément une science exacte. Le corps humain, je suis ostéopathe, c'est vraiment, c'est une médecine douce, il y a quand même aussi, ce côté, holistique où, c'est pas juste, la science, chaque humain a quand même, est compliqué et complexe, quoi. Donc c'est pas évident. Ouais. Est-ce qu'il existe, des, initiatives éducatives ou des programmes de sensibilisation qui visent à aider les publics à reconnaître et surtout à résister, aux fake news? Oui, bah, il en existe plein, il y a énormément d'initiatives sur internet, mais après, bah, c'est comment se ne pas s'y perdre, quoi. Plus concrètement, il existe des intervenants de santé, qui interviennent dans certaines entreprises pour sensibiliser, bah, sur ce sujet. Là, au moins, comme ça, c'est une bonne initiative et c'est assez humain, donc c'est même mieux. Et est-ce que, tu peux nous donner ton avis, en fait, sur les impacts sociaux et culturels
plus large de cette désinformation alimentaire en dehors de la santé individuelle? Oui, bah, après, c'est, les fondamentaux, prendre son temps pour manger, cuisiner, manger juste, équilibré. Donc ça, prendre son temps pour manger, bah, c'est, tout seul ou, en groupe. Après une différence peut se creuser entre les personnes ayant les moyens d'être accompagnées par un professionnel et d'autres non. Au niveau culturel, bon, on en a parlé tout à l'heure avec le bouddhiste ou les yogis ou, les traditions aussi peuvent se perdre, hein, je sais pas moi, un bouddhiste qui vient en France, bah, il peut perdre ses traditions, mais parce que aussi c'est le quotidien, c'est, la manière dont on vit et en plus, avec le télétravail, en fait, on peut, potentiellement adapter, changer aussi. Ça se tombe, il y en a depuis 2019 ont changé leur manière de manger aussi. Donc dans chaque pays, il existe des régimes différents et c'est expliqué par le rythme de vie. C'est pas une mode normalement, c'est censé être par rapport à notre, quotidien et après il est difficile d'avoir un régime international. C'est Mmh. bien ça le donc selon où nous vivons, nous n'avons pas du tout les mêmes ressources aussi. Donc nous, on a des produits frais lambda, je sais pas, les Normands, ça va être, le fromage, dans d'autres, enfin voilà, c'est en Italie, ça va être les fruits frais, les légumes, les tomates, enfin, voilà et on peut pas tous avoir le même régime, c'est Mmh. impossible. Oui, c'est sûr en Norvège ou en Finlande, ça va être compliqué d'avoir des tomates fraîches, quoi. Enfin fraîches, j'entends fraîches, cultivées dans le jardin, Ouais, quoi, mmh, ou sur le ouais, c'est clair. balcon. Et comment les politiques publiques pourraient-elles, aider finalement à réguler cette désinformation, alimentaire et à promouvoir une meilleure éducation nutritionnelle? Ouais, c'est une question de bon sens, je dirais. Après, ne pas encourager l'obésité, mais c'est facile à dire, hein, Mmh. quand les grands groupes tels que, certains groupes, fast-food, je citerai pas, se développent de plus en plus. Après, l'éducation nutritionnelle aussi se fait majoritairement à la maison, mais c'est aussi possible d'encourager ça à l'école, par exemple, de parler un peu plus de la nutrition. Après, le problème, c'est que l'école, ils ont beaucoup de choses à gérer, donc bon, à un moment, voilà, on peut pas tout leur demander. Mais après en entreprise, c'est pareil de manger, des fruits et des légumes et de dédiaboliser, les protéines et les lipides. Enfin les protéines, c'est hyper important, les lipides aussi, on en a besoin pour notre cerveau. Donc ça peut être sous forme d'amandes, ça peut être sous forme d'huile, mais des bonnes huiles de qualité. Les protéines, c'est pareil, en fait, plus c'est qualitatif, mieux c'est. Et maintenant en entreprise, tout dépend où on est, mais ils proposent quand même, c'est juste après forcément, si, à la cantine, il y a le hamburger frites, qui est proposé, bah, forcément la 60 des gens vont préférer manger ça. C'est l'odeur est meilleure, Mmh. gustativement, voilà, les papilles, mais parce qu'il y a du sucre et nous adorons naturellement le sucre. Donc bah, si on propose pas, il y a pas. Enfin, on mange pas. Donc du coup, voilà, c'est être plus radical, mais ça marche mieux. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux graines, hein, aux amandes, voilà, parce que j'avais, rencontré une diététicienne, donc une médecin qui elle interdisait toutes les graines. Dans le cadre de régime, interdiction de toutes les graines. Pas d'huile, pas de donc c'est vrai que, enfin ça peut aller loin quoi. Ça peut aller loin, puis au final, on sait plus trop à quel saint se vouer parce que, entre ce qu'on lit, ce qu'on nous dit, ce que au bout d'un moment, ça devient compliqué quoi. Quels sont les conseils, quelques conseils pratiques, que tu pourrais nous donner pour naviguer de manière critique dans ce paysage extrêmement complexe, des informations alimentaires que l'on peut trouver en ligne ou je ne sais où du reste? Oui, bah, déjà dans un premier temps, savoir, avoir une base en nutrition, qui est basée sur des macronutriments, protéines, glucides, lipides, et à côté les micronutriments qui sont beaucoup plus complexes et là, on c'est plus intéressant d'aller voir un nutritionniste pour encore mieux comprendre. Mais déjà, nous, si on connaît un peu les macronutriments, c'est déjà pas mal et savoir lire une étiquette.
même si l'étiquette, ce n'est pas la Bible. L'étiquette, c'est une information, sur le pourcentage de protéines, de glucides, de lipides et de certains minéraux, de vitamines selon, voilà, ce que vous regardez comme étiquette mais après il y a la qualité, ce n'est pas indiqué sur l'étiquette. Donc vous pouvez, avoir 2 produits avec exactement le même pourcentage de protéines et cetera. Sauf que, il y a un produit, il est un peu transformé et à côté, c'est un produit frais, voilà et du coup, à partir de là, plutôt partir sur quand même le côté qualitatif. Ça, après, c'est pareil, c'est du bon sens. Mais l'étiquette, déjà, si vous arrivez à lire une étiquette, même sur une bouteille d'eau, il y a une étiquette, c'est intéressant. On a fait un sujet dessus, sur l'hydratation. L'eau, chaque bouteille d'eau, il y a des étiquettes avec, extrait, résidu à sec à 180°. C'est intéressant de savoir, en fait, qu'est-ce qu'il y a en milligrammes par litre. C'est le nombre de minéraux, en gros, que vous avez dans l'eau. Donc en fait, ça, c'est intéressant d'avoir, au moins ça en tête. Savoir aussi, à peu près, approximativement, quoi, les dépenses caloriques que vous faites dans la journée. À peu près. En tout cas, c'est entre savoir si vous avez marché 1 heure, une demi-heure, fait un footing d'une heure, votre dépense, va être différente et après, vous essayez de, réguler avec, mais si vous en avez aucune idée, allez voir une fois, prenez rendez-vous une fois avec, un diététicien et vous aurez la réponse et après, ça roule, quoi. Ça permet d'adapter. Alors pour finir, Audrey, quel est d'après toi l'avenir de cette lutte contre les fake news, en matière d'alimentation et quelles sont ou seraient les mesures clés que nous devrions prendre pour, contrer ce phénomène croissant finalement des fake news, alimentaires? Parce que la communication nous permet aussi, d'être abreuvés de plus en plus de fausses informations comme de vraies informations. Mmh. En réalité, l'information de fake news, ce n'est pas si binaire que ça. Une fake news de 2024, peut-être une vérité en 2040, quoi. Donc déjà, voilà, il y a beaucoup d'évolutions, on attend des études, pour ceux qui adorent les études et après voilà, il y a aussi le côté spirituel, enfin on va aussi notre vie va aussi évoluer, ça se trouve, on sera plus en télétravail bientôt, donc il faudra retrouver, d'autres astuces et les professionnels de la santé se modernisent aussi de leur côté, comme là, voilà, je suis avec toi aujourd'hui. Il y a quelques années, avant le confinement, ça existait beaucoup moins ce genre de communication, donc voilà, déjà il y a une modernité, avec le digital pour permettre, aux professionnels, de la santé et de santé de pouvoir s'exprimer. Mmh. Que ça soit pas juste des influenceurs, voilà, qui sortent de nulle part. Même si avec leur expérience personnelle, ça peut être intéressant. Mais, c'est juste, voilà, à prendre avec des pincettes. Des fois, ça peut valoir le coup, mais voilà, faut donc il est important de quand même de vérifier ses sources, de lire un peu, si vous êtes intéressé, par le sujet, encore mieux, tant mieux. C'est-à-dire que vous allez connaître encore plus votre corps, plus votre enfin, prendre plus soin de vous donc voilà, c'est juste, avoir un autre loisir, qui est la santé, quoi, donc c'est plutôt chouette. Merci beaucoup Audrey. Merci pour ce bibuzz. Merci pour ton temps, pour tous les conseils que tu as pu partager avec nous. Un grand merci également à nos auditeurs et à nos participants. Si vous ne pouvez pas vous rendre disponible pour suivre les lives bibuzz, les mardis à 10h30, je vous invite à les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube ou à vous connecter sur notre blog Plume and Biz pour retrouver donc tous les replays avec nos différents invités. Merci beaucoup Audrey. À très très vite pour une Avec plaisir. nouvelle session santé. En attendant de vous retrouver pour un live Bibuzz ou sur un replay, prenez soin de vous, comme l'a si bien dit Audrey d'ailleurs. À Mmh. très bientôt. Au revoir.